Bien, merci Jean-Louis Touraine de ce propos introductif qui démarre de ta praxis professionnelle. Et merci encore de nous permettre de nous réunir dans ce lieu de la représentation nationale. En préparant ce colloque, m'est revenu en mémoire le souvenir de mes jeunes années à l'école communale. C'était les années 60. L'instituteur, au début du cours, passait dans les travées et inspectait les cahiers de correspondance avec les familles. Ce faisant, s'il décelait au cou d'un élève une médaille ou un signe religieux, il invitait l'élève à la glisser sous sa chemise en lui suggérant de la sortir à la fin des cours. Personne, ni élève, ni parents, ne s'en offusquait. Aucune famille, quelles que soient leurs origines, ne revendiquait de dérogation au principe de l'école. Tous les enfants issus de l'immigration, notamment nord- et subsaharienne, et il y en avait beaucoup dans l'école communale du 13e arrondissement où j'habitais à l'époque, aucun élève ne se présentait autrement que comme un écolier comme les autres. Leurs parents voulaient que leurs enfants s'instruisent, fassent des études pour trouver un bon travail, avoir un bon logement, un bon salaire, s'insérer dans la société, bref, vivre comme un citoyen parmi les citoyens. Personne ne parlait d'origine, personne ne parlait de couleur de peau, de croyances religieuses. S'intégrer à la République, d'où qu'on vienne, et c'était le cas de mes grands-parents, qui venaient de Russie, d'où que l'on vienne, de la ville, d'une province éloignée, d'un pays étranger, chaque famille avait l'envie, l'ambition et la fierté de devenir des citoyens français. Il y avait bien de temps en temps des manifestations de racisme ou d'antisémitisme, notamment pendant la guerre d'Algérie, cela explosait le soir dans les rues du 13e arrondissement, mais elles étaient exceptionnelles dans l'école. Étudiants, nous sûmes que ces attitudes xénophobes étaient le fait de mouvements d'extrême droite pour qui l'identité devait être réservée aux blancs, catholiques, apostoliques et romains. Étudiants, nous nous organisions pour les combattre. Et notre engagement, au-delà de toutes les singularités politiques, toutes les facettes du gauchisme, de la gauche et que sais-je d'autres, cet engagement signifiait et avait en commun l'adhésion à une citoyenneté universelle république, porteuse de liberté de conscience et d'égalité des droits, en un mot, et nous l'assumions, de fraternité. Et cela nous semblait définitivement acquis 15 ans après la Seconde Guerre mondiale. Ces principes semblaient désormais acquis pour toujours et notre génération se proposait d'élargir la citoyenneté aux droits sociaux et aux peuples qui en étaient privés. Ce fut la période de décolonisation. Un demi-siècle plus tard, le ciel nous est tombé sur la tête. L'école, mais aussi des crèches, des hôpitaux, des services publics, des universités, des entreprises, des espaces collectifs subissent de plein fouet les revendications différentialistes des communautarismes. Ce sont les principes mêmes de la République qu'à l'école on nous apprenait à aimer qui se trouvent aujourd'hui menacés. Cela s'est fait par étapes. Il y eut d'abord, je le dis pour les plus jeunes, il y eut d'abord le grand échec de la bataille de l'unification du système scolaire en 1983. Qui démobilisera pour longtemps la famille laïque et divisera la famille de la gauche sur la question de la laïcité. Il y eut ensuite, en septembre 1989, ce qu'on a retenu comme l'affaire du collège de Creil. Vous vous souvenez, ces deux jeunes filles qui voulaient entrer masquées, voilées, dans la classe. On se souvient que le principal, un Antillais qui fut traité de raciste, déjà à l'époque, refusa de laisser les jeunes filles rentrer dans la classe avec un voile. L'affaire monta jusqu'au Premier ministre, qui à l'époque n'était pas un facho. Premier ministre qui transmit le dossier brûlant comme un plat de patates trop chaudes au Conseil d'État. Et voilà que plutôt que de prendre une circulaire qui aurait fait gagner 30 ans à la République,
on introduisit le dossier du communautarisme au cœur des problématiques de la République. Cette date marque le début de la dérive communautariste et des tergiversations politiques. Ce fut ensuite en 2004 le rapport des inspecteurs généraux autour d'inspecteur général Aubin. Ce rapport nous mettait en garde sur la montée des différentialismes qui menaçaient, disait-il, la paix sociale, en citant l'expression, vous vous en souvenez, des territoires perdus de la République. Des cantines scolaires, aux tables séparées par communauté, aux toilettes de certaines écoles, séparées en enfants purs et en enfants impurs, des cours, ceux de sciences naturelles, ceux de littérature, ceux d'histoire, de gymnastique, boycottés par des jeunes filles au nom de particularismes religieux. Des instituteurs menaçaient dès lors qu'ils sévissaient dans la classe et se faisaient parfois même casser la figure à l'extérieur de l'école. Des piscines aux horaires réservés pour des femmes voilées. Petit à petit, les jeunes ne se pensaient plus en tant que citoyens de la République, mais se définissaient comme des chefs de tribu. Les blacks, les blancs, les rebeux, les feuges, les homos, les corses, les bretons et que sais-je d'autres. Ainsi s'ouvrit le temps des dérogations à la loi commune, des accommodements dits raisonnables et des renoncements coupables. 10 ans plus tard, encore nouvelle étape, c'est le rapport Thuot, publié sur le site du Premier ministre à Matignon, qui là non plus n'était pas franchement un facho, c'est-à-dire des gens issus d'une culture traditionnelle de la gauche. Et le rapport Thuot propose d'intégrer le droit à la différence dans la Constitution, en ouvrant la voie, je cite, à une citoyenneté à géométrie variable pour tenir compte des origines de chacune et de chacun. Cette idée a été banalisée par Terra Nova. En fonction des origines, on pourrait se voir appliquer de façon différente les droits, et c'est bien évidemment notamment la question de l'égalité homme-femme qui se trouve totalement revisitée sous l'angle du différentialisme. Régis Debray, que je cite souvent, mais c'est important, voilà 30 ans, nous avait prévenu en écrivant que le droit à la différence finirait par déboucher sur la différence des droits. Nous y sommes. Le communautarisme s'est installé au cœur de la cité et menace l'universalisme de la citoyenneté républicaine. Un jour, ce sont des femmes assises à une terrasse de café qui sont prises à partie et traitées de traînées parce que le fait de fumer ou d'être en jupe contreviendrait aux préceptes de l'islam. Un jour, ce sont des prières de rue sans autorisation. Un été, c'est un camp de formation dit décolonial qui est interdit aux Blancs. Ce sont des forums interdits à la parole blanche. C'est une organisation syndicale, Sud pour ne pas la nommer, qui propose ces derniers jours une formation en université interdite aux Blancs. C'est un rappeur, Madial Zawish, qui chante, je cite, « Crucifions les laïcards comme à Golgotha ». Ce sont des universités qui entrouvent leurs portes aux défenseurs de l'indigénisme, lesquels prêchent leurs théories racialistes, séparatistes, ethnicistes. Ce sont ces manifestations, on entend dans les rues de Paris le slogan « Mort aux Juifs ». C'est il y a quelques jours une militante indigéniste qui veut créer une association de mères d'élèves pour combattre, dit-elle, l'école où les enseignants stigmatisent et humilient les enfants traumatisés parce qu'ils sont noirs ou arabes. Ce sont des plaintes en justice de plus en plus nombreuses contre celles et ceux qui, sur le terrain, résistent à l'infiltration des réseaux sociaux. La race, la couleur de la peau, la religion, l'essentialisation sont de retour qui assignent les individus à leurs origines, à leurs croyances, à leur supposée communauté d'origine. C'est la revanche des anti-lumières.
la victoire des obscurantistes sur les principes universalistes qui ont fait la Révolution française. Et paradoxalement, dans le même temps, c'est la liberté de conscience et l'égalité des droits qui sont moqués, qui sont vilipendés, qui sont dénoncés comme la laïcité, désormais traitée de colonialiste et de raciste, l'arroseur, arrosé, nouvelle version. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème de laïcité en France, comme osait l'affirmer le président de l'Observatoire national de la laïcité. Et c'est pourquoi, je vous l'ai montré il y a un instant, le collectif laïque national vient de publier son rapport annuel qui donne une toute autre musique et que vous pouvez vous procurer auprès de Jean-Pierre, si vous le souhaitez, tout à l'heure, pendant la pause. Je vous invite à sa lecture. C'est un document qui vous sera utile si vous-même, à votre tour, vous animez différentes réunions. Mais le plus terrible tient au fait que les nouveaux ennemis des Lumières viennent de l'autre rive de la politique. Ce ne sont plus seulement l'extrême droite et l'intégrisme catholique qui menacent les Lumières et les principes républicains. Ce sont des femmes et des hommes issus des rangs progressistes qui apportent leur concours au travail de sape de la République. Nous l'avions perçu au lendemain des attentats barbares contre nos amis de Charlie, au Bataclan, à Nice, des assassinats antisémites, lorsque des voix s'étaient élevées timidement d'abord, puis de plus en plus fermes, pour dire qu'elle n'était pas Charlie, qu'ils l'avaient un peu cherché, ces caricaturistes du journal satirique. Et les voilà maintenant qui se prennent pour Manoukian et ont l'impudeur de comparer la couverture de Charlie à l'affiche rouge dont vous connaissez l'histoire. Au fil des semaines, des voix d'intellectuels, de sociologues, de journalistes et même de quelques élus de la République aux origines plutôt progressistes ont cultivé le déni des réalités, ont nié les problèmes posés par les revendications communautaristes dans les institutions, les entreprises, ont détourné le combat antiraciste en décrétant islamophobe et raciste tout propos affirmant que la laïcité s'applique aux catholiques, aux protestants, aux juifs, mais aussi aux musulmans. Ont détourné donc le combat antiraciste, ont falsifié le combat féministe en affirmant que c'était la liberté des femmes d'avoir le droit de porter le voile sans se préoccuper de ces millions de femmes dans le monde, en Iran en tête, où on risque sa vie à refuser de porter le voile. Ont falsifié le combat féministe et ont témoigné de l'indulgence, parfois de la complaisance, avec ceux qui menacent et, pour certains, tuent les défenseurs de la laïcité. En France, aujourd'hui, un certain nombre de journalistes et de porte-parole de la laïcité ne peuvent plus vivre sans la protection permanente pour eux, leurs enfants, de 3 policiers de jour et de nuit. Nous ne sommes pas en Irak ou en Syrie, nous sommes en France aujourd'hui. Ces voix ne nous feront pas croire que les islamistes politiques porteraient l'étendard des nouveaux damnés de la terre comme ils aiment se présenter. Ils ne sont pas les nouveaux combattants d'un prolétariat perdu. Ils caricaturent la question sociale et cela ne sert qu'à affaiblir la laïcité, à justifier des régressions de mœurs dont les femmes sont les premières victimes. Cela ne sert qu'à légitimer des alliances contre nature, et l'on a vu des congrès d'ultra-gauche tenter de faire voter des motions pour faire des alliances avec les mouvements islamistes dans le monde. Cela ne sert donc qu'à légitimer des alliances contre nature. La République, disons-le pour nous, est laïque et sociale, sociale et laïque. Les deux termes sont inséparables et nous ne pouvons pas accepter qu'au nom du social, on abandonne aujourd'hui les combats d'émancipation et de la laïcité. Mais la confusion s'est installée dans les têtes. On aurait aimé qu'à l'occasion de l'élection présidentielle s'ouvre un véritable débat qui mette en lumière le fait que le multiculturalisme ne conduit pas au métissage, ni même à la rencontre des cultures, mais à l'ethnicisation. Au lieu de cela, nous avons vu une partie de la droite instrumentaliser la laïcité contre tous les musulmans, et une partie de la gauche la mettre entre parenthèses pour essayer de conquérir les voix des musulmans. D'un côté, on défend une laïcité, M. Wauquiez, qui accepte les crèches dans les mairies, une catho-laïcité en quelque sorte, et de l'autre, on défend une laïcité avachie
qui ferment les yeux sur les réalités du communautarisme. Hier, nous avons perdu la bataille des mots, en laissant les adversaires de la République détourner les mots de racisme et de colonialisme, détourner les mots de liberté, d'égalité. Ils ont essayé de vider la laïcité de sa substance en lui accolant des qualificatifs, vous en souvenez, nouvelle, tolérante, moderne, apaisée, qui, au final, lui enlèvent du sens. Ils reviennent depuis quelques mois à la charge en voulant la transformer en un dialogue interreligieux, certes souhaitable. Nous préférons que les religions dialoguent plutôt que de se faire la guerre. Mais le dialogue interreligieux est d'une toute autre nature que la laïcité, qui est la séparation, comme disait Victor Hugo, l'Église chez elle et l'État chez lui. Et ce dialogue interreligieux aujourd'hui nous fait craindre que l'on évolue vers une forme de concordat qui ne dirait pas son nom. Désormais, il nous faut mener la bataille des idées si nous ne voulons pas que la montée des communautarismes fracture un peu plus la société française et que les séparatismes culturels et religieux n'aient raison de l'universalisme des Lumières. Il convient d'expliquer que l'identité française, comme vient de le faire Jean-Louis Touraine, n'est pas définie par une couleur ou une religion, mais qu'en revanche, la citoyenneté républicaine, c'est l'universalisme, c'est la liberté de conscience, c'est l'égalité en droit entre tous et en premier lieu entre hommes et femmes. Ainsi s'exprimait Anarcasis Cloutz, qui, de la tribune de la Convention en 1792, se présentait avec fierté, moi, Cloutz, baron en Allemagne, citoyen en France. Tout était dit de l'enjeu ethnique, religieux et social. Eh bien, ces principes issus de la Grande Révolution ne se négocient pas, sauf à renier la République elle-même. Et nous ne devons avoir aucune culpabilité. Il nous faut défendre l'intégration. Il nous faut défendre l'apprentissage de la langue. Il nous faut enseigner l'apprentissage de la loi commune comme accession à la citoyenneté. Il nous faut promouvoir la laïcité comme accession à l'émancipation. C'est pourquoi, comme le dirait et le redira Charles Coutel, réinstituer l'école de la République constitue la priorité des priorités. Et je veux dire que c'est pourquoi nous ne sommes pas insensibles aux quelques petits messages d'espérance donnés en ce sens par le ministre de l'Éducation nationale lorsqu'il affirme la nécessité de l'apprentissage des fondamentaux et d'abord de la lecture et de l'écriture, car on ne peut pas penser et être une femme ou un homme libre quand on ne maîtrise pas d'abord sa langue. Et au cœur de cette bataille, nous disons, c'est un symbole fort, nous sommes toujours Charlie. Nous pourrons dire ensemble, si vous le voulez, si vous souhaitez nous rejoindre, le 6 janvier prochain, où nous organiserons, vous aurez tout à l'heure, voilà l'information est ici sur l'écran, nous organiserons le 6 janvier prochain avec le Printemps républicain, la LICRA, le CLR et avec le soutien de Charlie, nous organiserons aux Folies Bergères une journée intitulée « Toujours Charlie, de la mémoire au combat ». Se réapproprier les mots, promouvoir les idées, encore faut-il que ces mots et ces idées soient portés politiquement. Et monsieur le député, nous espérons que les députés ici présents pourront le porter à l'oreille de Jupiter. Le moins qu'on puisse dire, c'est que parmi les élus, et tu es heureusement de cela, ils sont peu nombreux à porter au éclair aujourd'hui le discours de la laïcité. Nos responsables ne sont pas conscients des ressources d'une laïcité dont ils se réclament et dont ils ont la charge, écrivait il y a quelques jours le philosophe chrétien et laïque Paul Thibault. Il a raison. Nos politiques ne sont pas conscients de l'enjeu que porte aujourd'hui la laïcité. En ce jour, 112 ans après l'adoption de la loi de séparation des Églises et de l'État, et pour célébrer cet anniversaire, le Comité Laïcité et République a lancé un appel pour alerter les élus de la nation
de la gravité de la fracture culturelle et sociale que l'élection présidentielle n'a pas effacée. Souvenons-nous du nombre de votes de l'abstention et du nombre de votes de l'extrême droite qui ne se sont pas évaporés dans le ciel et qui nous attendent pour de prochains rendez-vous. Et c'est pourquoi le Comité Laïcité République lance aujourd'hui un appel au Président de la République afin que, au-delà de vaines querelles parfois, nous puissions et il puisse promouvoir cette laïcité sans qualificatif qui permettra le rassemblement fraternel de citoyens libres et égaux. Nous avions perdu la bataille des mots, nous gagnerons la bataille des idées. Et déjà nous le sentons, des signes en témoignent dans l'opinion publique qui montrent que le peuple est probablement en avance sur ses élites et témoigne d'un intérêt, d'un soutien et d'une empathie pour la laïcité. Il nous faut encore et encore lever les confusions, il nous faut expliquer, il nous faut débattre. C'est l'enjeu de ce colloque. Je vous remercie donc de le suivre et d'y participer avec nous. Et je remercie ces participants que nous allons accueillir au fur et à mesure de la journée. Merci.